Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Johan Nizar, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading et bonsoir à vous tous, notamment qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas justement à me faire part de toutes vos questions, de vos analyses. Je serai ravi de pouvoir vous éclairer, mes chers auditeurs. Alors débutons cette closing bell par l'analyse finalement des indices européens. Alors un mouvement similaire que nous relevons, que je relève depuis quelques séances, que ce soit sur le CAC 40 ou encore sur l'Eurostoxx 50, c'est ce triangle symétrique qui est apparu qui est apparu sur les marchés européens. Le CAC donc qui fait ses allers-retours entre bandes supérieures et inférieures. Donc là, il est sur le point de l'apex, donc il devrait finalement, le marché devra prendre une décision, donc soit une sortie une sortie directionnelle, donc par le haut pour jouer la hausse ou par le bas pour jouer la baisse, soit un mouvement qui reste indécis et latéral. C'est un scénario probable, possible. Hein, on sait qu'en analyse technique, les figures d'indécision, les deux principales figures d'indécision, c'est le triangle et le rectangle. Le CAC fluctue à l'intérieur d'un triangle et le DAX fluctue à l'intérieur d'un rectangle, alors que l'Eurostoxx est également teste la partie supérieure de ce triangle. Donc on remarque des mouvements similaires et logiques, ce qui montre l'indécision du marché, mais également la fragilité des marchés européens. En effet, hier, il y a un rebond technique, léger rebond technique des bourses européennes, mais finalement, les risques baissiers sur les bourses restent présents. Et je pense que, en tout cas, c'est peut-être que l'on peut en déduire de la séance du jour, puisque le CAC perd dans les derniers échanges 0,19%, l'Eurostoxx 50 0,38%, qui perd 0,35% même, et le DAX avance légèrement, léger rebond du DAX à plus 0,29%. Alors, j'imagine que certains d'entre vous se posent la question pourquoi le CAC et l'Eurostoxx baissent alors que le DAX progresse. Ce sont finalement des légers mouvements, mais en tout cas les directions sont différentes. Tout simplement au vu notamment de la pondération des indices en valeur pétrolière. Alors je m'explique, le CAC est pondéré, est bien pondéré, avec des titres pétroliers, par exemple Total, qui est la deuxième capitalisation du CAC 40. Tandis que le DAX n'est pas pondéré de valeurs liées à l'évolution du pétrole. Et on sait qu'aujourd'hui, le cours du pétrole s'est contracté, a baissé suite à la publication des stocks de brut aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle finalement le CAC et l'Eurostoxx 50 sont plus affectés que le DAX par cette baisse et ce repli des cours du pétrole. Alors la transition est toute faite. Voici l'analyse voici mon graphique du pétrole. Le pétrole qui tente de casser cette droite de tendance haussière qui soutient les cours depuis la séance du 11 février. Donc c'est tout l'enjeu finalement de la clôture journalière sur le cours du pétrole. Je rappelle alors pour ceux qui n'ont pas suivi, cet après-midi avec Vincent Gagne, que l'agence d'information de l'énergie, donc le département de l'énergie américain, a annoncé un restockage hebdomadaire de 9 357 000 barils de brut, largement supérieur aux attentes du consensus qui en attendait 2 525 000. Toutefois, à noter, peut-être un facteur également d'optimisme pour le pétrole à court terme, c'est que les stocks d'essence se sont contractés de 4 642 000 barils, et là c'est également largement inférieur aux attentes du consensus, qui en attendait quasiment un restockage 2 fois moins important. Donc finalement on se dit que le marché du pétrole est tiraillé entre ces deux publications, mais reste baissier à court terme. À court terme, en effet, le risque est baissier avec notamment ce breakout de droite de tendance haussière.
Mais je le répète, la clôture journalière, il n'y a pas, enfin, en tout cas, la bougie journalière n'est pas encore clôturée. Et fondamentalement, avec la réunion du 17 avril prochain qui se tiendra à Doha, finalement pourrait soutenir le cours du pétrole. Donc, je maintiens à ce stade de l'évolution mon objectif à 44 $, 45 $ même, le baril de WTI. Alors un mot également sur le cours de l'once d'or, le cours de l'once d'or qui tente de casser les 1230 $. Si donc si cette cassure se confirme avec ce chandelier japonais, le risque serait baissier et le cours de l'once d'or pourrait retomber sur cette zone 1207, 1200 $. Pour le moment, je dirais que le marché, à court terme, le risque est baissier. À court terme, le risque est baissier. Attendons la clôture journalière pour potentiellement dégager des stratégies, mais en effet, en cas de cassure de 1230, les 1210 $ seraient envisageables à court terme. Un mot sur le Forex, bien évidemment. Le Forex est donc l'euro-dollar qui ne parvient pas à rebondir sur la partie inférieure de ce drapeau et qui confirme finalement le risque baissier, qui confirme le risque baissier. L'euro-dollar donc qui est baissier, le dollar qui rebondit, le dollar américain qui rebondit, alors qu'il n'y a aucune statistique majeure qui a été publiée en ce début de semaine aux États-Unis. Demain, il y aura le retour des indicateurs macroéconomiques, de premier rang en tout cas, avec la publication des commandes de biens durables aux États-Unis. Et l'euro à l'inverse, l'euro qui reste baissier, l'euro qui reste baissier, et notamment d'un point de vue fondamental, la politique monétaire et les mesures prises la semaine passée, il y a 2 semaines même, par Mario Draghi et la BCE, et l'euro qui reste également fragilisé par les événements survenus à Bruxelles hier. De même pour la livre sterling, le livre sterling qui accuse une nette baisse, les événements de Bruxelles, les attentats de Bruxelles ont ravivé finalement le risque d'un Brexit, qui serait préjudiciable pour la livre sterling, et c'est la raison pour laquelle la livre sterling finalement chute, notamment face au dollar. D'ailleurs, concernant le taux de change GBP-USD, je dirais que l'analyse technique est limpide, car en effet le cours s'est replié sous cette résistance à 1,45 en formant un doji en bougie journalière. Doji qui est une bougie d'indécision. Donc je dirais que l'analyse technique est limpide, le cours teste cette droite de tendance baissière formée depuis la séance du 11 décembre dernier, mais le risque est baissier et je maintiens mon objectif, l'objectif que j'annonce depuis plusieurs semaines, à 1,40 $, et également à 1,38 $ à moyen terme. Pour le moment, en effet, le risque me paraît baissier sur la livre sterling et donc notamment sur le taux de change GBP USD. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Passons aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment d'ailleurs. Juste un mot tout de même sur le calendrier macroéconomique. Donc comme je disais, demain, il y aura les commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois de février à 13h30. Des statistiques au Royaume-Uni, des statistiques sur les ventes au détail. Il y aura également il y aura James Bullard de la Fed et non pas de la Banque d'Angleterre qui interviendra demain, et il y aura les PMI, la poursuite des PMI aux États-Unis, PMI manufacturiers, et surtout, enfin pas surtout, mais en tout cas pour ceux qui suivent les matières premières, l'évolution des stocks de gaz naturel aux États-Unis, toujours selon le département de l'énergie. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Je vous rappelle également que vendredi prochain, il y aura la journée de conférence en ligne des FX et FXM comme chaque dernier vendredi du mois. Donc nous vous attendons nombreux dès 8h. Et oui, cette fois-ci, la conférence commencera une heure plus tôt qu'à l'accoutumée. Donc nous attendons de 8h à 17h. Je vous invite à retrouver le programme sur le site fxm.fr. Alors les questions et commentaires de la part de Tony justement. Tony qui indique donc être dans les starting blocks pour l'opération de Nikkei. J'attends quand même ton analyse de fond sur cet actif. Bien sûr Tony, je vais te faire part de mon avis sur le Nikkei.
Laisse-moi juste mettre voilà, ce graphique. Le Nikkei qui se maintient sous cette oblique baissière formée depuis la semaine du 28 novembre 2015. Et donc là, c'est pour une vision moyen terme. À moyen terme, le risque est en effet baissier, alors qu'à court terme, voilà, le cours qui teste vraiment, qui est vraiment, qui tente un repli sous cette droite de tendance. Alors certes, c'est une droite de tendance, je dirais moyen terme, donc il y a moins d'importance en effet qu'une droite de tendance long terme. Mais pour le moment, cette droite de tendance joue son rôle. Nous avons bien nos 3 points de contact. Euh, donc je me dis que finalement, un repli est possible. Et en cas de repli d'ailleurs, cela validerait un diamant. Un diamant qui est une figure de retournement et donc le risque, le cas échéant serait baissier. Donc là en effet, si l'on décide d'opter pour une stratégie baissière, je dirais que le moment est opportun, est optimal pour optimiser son risque. Alors, si l'on ajoute l'indicateur Ishimoku, d'ailleurs, on remarque que le cours finalement a entamé un repli sous la Kijun Weekly, qui est un niveau de support en résistance majeur, bien que le cours soit finalement borné entre la Kijun et la Daily Weekly. Mais en tout cas, on se dit qu'il y a, en tout cas, je pense qu'il y a un biais baissier à moyen terme, court moyen terme, qu'il y a une possibilité de baisse. Alors, Patrick Leroy sur les stocks de pétrole. Le pétrole chute, analyse fondamentale, beaucoup de stocks américains. En effet, mon cher Patrick, hein, comme je montrais, le cours du pétrole a subi la publication des stocks de gaz naturel, des stocks de pétrole, pardon, des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Alors que les semaines précédentes également, il y avait un net restockage hebdomadaire. Mais le marché avait choisi tout de même sa direction et continuait d'acheter le pétrole différemment de la réaction du jour. En effet, l'or qui baisse, qui est sous pression. Alors, visiteur qui demande où peut-on trouver le code. Bah écoutez, le code, j'ai publié l'article aujourd'hui. L'article est en ligne du code, je vous invite à retrouver. Euh, voilà, sinon, tout simplement, allez sur le site de la CFTC. CFTC, et vous trouverez, les CFTC qui est l'organisme américain qui publie de manière hebdomadaire le code. Alors peut-être que vous ne l'avez pas trouvé, car la CFTC publie chaque vendredi soir à 20h30 ce rapport, ce code en tout cas. Donc voilà, une fois par semaine, je fais mon maximum pour le mettre sur le site deadlyfix.fr. Sinon, tout simplement sur le site de la CFTC, mon cher visiteur. Tony qui indique magnifique, plus qu'à attendre que les US flanchent et que le yen se renforce. Le yen semble se renforcer d'ailleurs, le yen. Le yen en effet qui semble bullish. Le yen qui est bullish et donc finalement qui profite de ce climat d'aversion pour le risque toujours présent, à la différence de l'once d'or, car l'once d'or est également inversement corrélé au cours du dollar. C'est la raison pour laquelle l'once d'or est mis sous pression par le rebond du dollar américain, donc qui profite finalement d'un effet de rachat de position vendeuse au cours d'une semaine qui n'a pas vu de statistiques macroéconomiques majeures. En attendant demain, bien évidemment, avec les commandes de biens durables aux États-Unis. Alors, Patrick Leroy qui demande un mot sur l'AUD NZD. L'AUD NZD qui chute selon Patrick Leroy. On regarde cela ensemble tout de suite. Voici mon graphique, l'AUD NZD qui se replie. Alors bon, ce n'est pas non plus une baisse transcendantale, mais en effet, c'est une baisse. Euh, alors attendez. Bah, comme le dit Vincent Gann, c'est un range entre les 1,1150 et les 1,13 et 1,13 dollars néo-zélandais. En weekly,
en weekly, vous voyez, enfin, c'est pas non plus une chute, hein. En weekly, la bougie est haussière pour le moment. Le cours d'ailleurs qui se maintient sur un niveau de support à, comme je dis, à 11,50. En unité de temps inférieure, en unité de temps 4 heures, en effet, le cours s'est replié, en effet. Il y a un repli du cours, mais ce n'est pas non plus une chute, mon cher Patrick. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que le cours, en tout cas que le marché, effectue un reflux sur la Kijun H4 qui correspond également à la SSA de ce Kumo. Alors Patrick qui parlait visiblement de l'AUD USD et du NZD USD. Alors en effet, hein, donc de toute façon, l'AUD NZD est de la paire croisée entre l'AUD USD et le NZD USD. Mais en tout cas, l'AUD USD, lui, en effet, chute. Est en train de casser finalement ce support à 0,7585. Semble effectuer un drapeau. Un drapeau qui est une figure de continuation. Donc, je dirais que la possibilité d'un rebond est possible, mais attendons de voir, bien évidemment, la clôture journalière pour dégager des conclusions à moyen terme. Mais en effet, pour le moment, le risque est baissier puisque la bougie en cours casse ce support. Cela est dû, selon moi, au renforcement du dollar américain qui accélère, qui poursuit, qui maintient son rebond, et également finalement avec le repli des matières premières, le repli des matières premières, avec notamment les stocks de pétrole aujourd'hui. Le NZD-USD également tente de casser les 0,6720, auquel cas il est réintégré le range à 0,6720 à 0,6565, et en effet le risque serait baissier, et la cible à 0,6565 dollars serait envisageable, mon cher Patrick. Marco qui demande un avis sur le Dow Jones. Bah oui, le Dow Jones pour l'instant conserve un potentiel de hausse à court terme, mais tente de casser cette droite de tendance haussière qui pourrait être un signal conjugué finalement au signal donné par le RSI si celui-ci parvient à croiser à la baisse la borne 70. Donc deux signaux potentiels sont en train de prendre forme sur le DAX, deux signaux baissiers. En tout cas, deux signaux, je dirais, de fragilité. Pour le moment, je dirais que la tendance est haussière. Comme vous le savez, il est toujours risqué de trader à contre-tendance. Nous ne sommes pas non plus sur un niveau de résistance majeur. Donc je pense que le cours a le potentiel pour poursuivre son rebond. Mais avec la baisse du pétrole, en effet, les indices américains sont sous pression. À surveiller donc le RSI avec le croisement éventuel de la bande 70, mais surtout le mouvement de marché, le mouvement des prix et cette éventuelle potentielle cassure de cette oblique haussière. Et d'ailleurs, Tony nous fait part de son analyse Dow Jones, une analyse intéressante car Tony nous montre finalement la formation d'un triangle symétrique. Donc en effet, c'est une figure très intéressante que nous montre Tony sur le Dow Jones, car un repli sous la partie supérieure de ce triangle est possible pour viser un retour sur l'oblique inférieur. Analyse très intéressante, analyse graphique très intéressante de Tony, que je n'avais pas remarqué d'ailleurs. Euh, En effet, merci Tony, merci. En effet, on suivra cela de près, pas d'inquiétude. En tout cas, mon cher Marco, j'espère que Tony et moi avons été complets concernant l'analyse de Jones. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous de votre attention. Le prochain point de marché sera un webinaire éducatif qui sera effectué par Pierre Jamet d'FXM sur les stratégies de points pivots. Donc, je vous invite à rester nombreux sur cette salle de trading. On se retrouve quant à moi demain à 10h30 pour le Commodities Market Report, donc le tour d'horizon des matières premières, également devises matières premières. On analysera ensemble les incidences de la publication des stocks de pétrole sur le taux de change USD-CAD, l'USD-CAD qui rebondit mais qui reste baissier. Merci à toutes et à tous. Je vous attends également sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter @yohavnizar. Et à demain, très bonne soirée. C'était Yohav Nizar pour la Closing Bell. Merci à tous.